Aujourd'hui est le docteur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Sénégal. Monsieur le ministre, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par l'actualité vraiment brûlante. Vous venez d'avoir la rencontre avec votre collègue du ministère de l'Agriculture. Comment s'est-il déroulé? Oui, d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue au Sénégal. Merci d'être venu dans notre beau pays. Cette rencontre, c'était en réalité de voir les questions d'approvisionnement du marché pour la pomme de terre, l'oignon, les denrées agricoles d'une manière générale. Vous savez, au Sénégal, chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses ou des fêtes contemporaines, il y a tout d'un coup une très forte demande de ces produits-là. Et donc, il se trouve que souvent, la production agricole n'arrive pas à suivre la consommation. Donc, nous avons mis en place un comité maintenant qui va de façon régulière se concerter pour s'assurer que la production agricole en pommes de terre, oignons, ainsi de tous ces produits donc de première nécessité soit vraiment ajustée à cette demande et de nous permettre aussi de réfléchir sur les stockages. C'est des questions qui sont très essentielles pour nos pays parce qu'il y a une forte production qui arrive au même moment sur le marché, 1000, 2000, 100 000 tonnes, 1 million de tonnes, alors que la consommation, elle, s'étale sur 12 mois. Donc, les questions sont des questions de stockage, des solutions qu'il faut trouver, des questions de financement, comment on finance ce stock agricole, et des questions aussi d'écoulement, comment on vend tout ce stock-là sur une année, et dans le futur aussi, comment faire en sorte que le Sénégal n'ait plus à importer de la pomme de terre, de l'oignon, de la carotte, et plutôt opte pour des solutions vraiment de stockage sur le plan stratégique. Donc il s'agit de cette ligne sur la souveraineté alimentaire. Alors c'est un concept qui est essentiel. Notre gouvernement, la grosse différence, c'est que c'est un gouvernement qui opte pour la souveraineté alimentaire. Il y a trois concepts ici qu'il ne faut pas confondre. Le premier, c'est le concept d'autosuffisance alimentaire, qui est un concept qui est aujourd'hui dépassé. Parce que l'autosuffisance, cela veut dire tout simplement que vous êtes sur une année, sur quelques mois. C'est-à-dire si vous avez besoin d'1 million de tonnes de blé, vous produisez 1 million de tonnes de blé. C'est dangereux parce que vous avez ce qu'on appelle des pertes post-récolte qui peuvent baisser cela. Si vous avez des questions climatiques, dès qu'il y a le moindre problème, vous avez un problème de sécurité alimentaire. La deuxième notion, c'est la notion de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que vous avez besoin de 1 million de tonnes, mais pour des zones de sécurité, vous devez quand même produire 1 200 000 tonnes. Mais vous pouvez aussi les importer. Et c'est la différence entre la sécurité et la souveraineté. Quand il s'agit de souveraineté alimentaire, vous avez à la fois la notion de sécurité, c'est-à-dire que vous stockez d'abord, vous produisez pour consommer, vous stockez, vous transformez et vous exportez. Et c'est ça l'ambition de notre pays. Par contre, on ne veut pas le faire à travers des pays tiers. On veut le faire par nous-mêmes. Et c'est là où la souveraineté alimentaire entre. Ça veut dire qu'il faut les produire, il faut produire assez de céréales, du riz pour le Sénégal, de la pomme de terre, du lait pour les pays. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que dans les 5 années à venir, qu'on puisse arriver au moins à produire l'essentiel de notre alimentation. Et dans 10 ans qui viennent, 50% de nos besoins, qu'ils soient alimentaires, pharmaceutiques, médicales, automobiles, soient produits localement. Et c'est ça la vraie souveraineté alimentaire. Et ça, un peu l'ambition de notre gouvernement. Juste pour finir avec cette rencontre, est-ce que vous avez réussi à adopter un plan concret, des mesures concrètes qui visent à éviter une hausse des prix en fait? Absolument. Vous savez, cette question des prix, elle est intimement liée à des questions de rendement agricole très bas. Elle est aussi liée à des questions de spéculation, mais surtout à l'absence de régulation. Monsieur le ministre, vous occupez ce poste depuis 1 an, presque. Est-ce qu'on peut parler déjà des résultats concrets qui ont été atteints durant cette période? Oui, notre gouvernement a effectivement été nommé le 5 avril, il y a 1 an, presque jour pour jour. Et nous avons d'abord essayé de travailler sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est d'abord la bonne gouvernance. Vous savez que ces gouvernements, le principe essentiel, c'est de se dire que le peuple élit un gouvernement qui doit le servir dans la transparence pour arriver à la prospérité et dans la souveraineté. Vous avez décidé de refaire le système. Absolument. Le système, depuis 65 ans, a un biais essentiel. C'est qu'il est basé sur le développement à partir de l'étranger. Il est basé sur les ressources naturelles
qui appartiennent aux étrangers. La mer, le pétrole, le gaz. Et quand notre gouvernement est venu, nous avons fait des déclarations importantes et on a promis aux Sénégalais la souveraineté sur nos ressources d'abord. Le pétrole sénégalais, c'est avant tout pour le Sénégal. Le phosphate sénégalais qu'on a découvert ici aussi bien à l'est qu'à l'ouest du pays, le phosphate, c'est pour le Sénégal. Toutes ces matières premières que jusqu'ici on avait confiées à des sociétés étrangères, maintenant vont être tout d'un coup mises à la disposition de notre gouvernement pour pouvoir les transformer d'abord pour le bénéfice du peuple sénégalais. Et je crois que c'est ça qui est nouveau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également, le Sénégal a décidé de choisir ses partenaires. Vous savez qu'on sort d'une longue histoire de colonisation française avec beaucoup de relations qui étaient assez difficiles. Et maintenant, ce Sénégal, depuis maintenant... En quoi? Pardon, juste une question. Des relations difficiles sur le plan politique, sur le plan économique, une forte dominance quand même de l'Union européenne, hein, dans les accords de pêche, dans l'industrialisation, presque une 40% de l'économie dominée par ces zones-là. Et on s'est dit qu'au bout de 65 ans, il faut maintenant faire ce qu'on appelle la rupture. Et justement, l'ADN de notre gouvernement, c'est la rupture. Ça veut dire que si on continue avec les mêmes conditions, on aura les mêmes résultats. Or, les résultats ne sont pas bons. Donc, c'est là la rupture. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Comment on se réapproprie les richesses. Comment on commence à choisir nos relations à l'international, avec la Russie, par exemple. N'est-ce pas? Développer de nouvelles relations économiques, industrielles, scientifiques, culturelles. Le faire avec les pays du Golfe, n'est-ce pas? Faire avec l'Asie, la Chine, le Japon. Et c'est ça, en réalité, la nouvelle donne. C'est-à-dire le Sénégal est devenu un pays libre de ses relations, qui peut travailler avec tous les pays, qui est très ouvert et qui n'est plus la chasse gardée d'aucun pays, notamment des anciens pays donc qui nous ont colonisés. Je me permets de vous citer un extrait du programme présidentiel. En 64 ans d'indépendance, l'industrie sénégalaise a peu décollé. Pourquoi selon vous? Alors, d'abord, il faut se référer à l'année 1895. La révolution industrielle, elle a commencé dans les années 1890, 91, 95, où la machine à vapeur, l'électricité, les premières teintures chimiques, bref, les années-lumière. Et le problème de l'Afrique du manière générale, c'est que cette industrialisation, nous, en réalité, nous l'avons ratée. Nous l'avons raté parce que nous n'avons jamais été au cœur de cela. Nous avons été plutôt des utilisateurs de produits industriels. C'est très important. Et pendant un siècle, l'Afrique a été beaucoup plus un réservoir de matières premières où on va faire de l'arachide pour produire de l'huile en France et le ramener ici. On a des réservoirs de phosphate, n'est-ce pas, de café, de cacao. Donc ce rôle que l'Afrique a eu, en fait, c'est ça qui fait qu'on a raté l'industrialisation. On n'a jamais pensé que, au lieu de transformer les produits industriels, qu'ils soient de nature minière, de nature agricole, animale, forestière, alors il fallait tout simplement les exporter. Et ça qui a retardé l'Afrique. Aujourd'hui, notre nouveau gouvernement, l'idée c'est de dire, en ce sens maintenant, ça suffit. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à se dire le phosphate qu'on a à Matam, on va le transformer déjà en engrais, qu'on va utiliser pour augmenter le rendement agricole de 3, 4, 5 fois, et on va maintenant transformer ce produit en produit industriel à haute valeur ajoutée, emballé avec une marque qu'on va vendre au Sénégal et à l'étranger. Donc l'indépendance de l'époque n'était pas la vraie indépendance. Ah non, c'est justement c'est ce qu'on a appelé quand même le néocolonialisme. C'est-à-dire c'est une indépendance de façade où les pays sont indépendants. Mais si vous regardez les principaux atouts de l'indépendance, c'est-à-dire l'économie. Si vous êtes indépendant, vous n'avez pas votre économie en main, vous êtes d'accord pour ne pas être indépendant. Vous êtes d'accord si vous n'avez pas l'énergie entre vos mains. On a vu dans tous ces pays, c'était encore beaucoup de sociétés extérieures qui étaient en charge de l'énergie. Si vous avez l'indépendance, si vous n'avez pas les décisions politiques, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous allier ni avec la Russie librement, ni avec l'Union soviétique ou la Chine, vous n'êtes pas indépendant. Et justement, notre gouvernement, cette rupture dont vous entendez parler, c'est avant tout une rupture politique. Et c'est ça la vraie indépendance. Le fait de choisir ses amis, le fait de choisir ses compagnons, le fait de dire oui ou non, est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, ainsi. Mais avant, il faut savoir que toute cette élite qui était au pouvoir, c'est une élite aussi qui était une élite coloniale, formée dans les écoles coloniales, installée dans ces... Voilà, et cette élite, maintenant, c'est une nouvelle génération qui est là maintenant,
qui elle n'a pas connu l'indépendance, qui n'a pas d'engagement par rapport au passé, qui a cette liberté de penser, de réfléchir et de se fixer un avenir profond, en se disant c'est moi qui choisis mon futur. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On est à un moment où on a, nous, l'opportunité de se dire, le Sénégal de demain, quel Sénégal on veut construire. Et c'est ce programme qui a permis à notre président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre, là, de se faire élire des Sénégalais. On vous a dit, vous avez carte blanche, on est d'accord avec vous de choisir maintenant la nouvelle direction du Sénégal, mais surtout de rompre avec le passé. Et à partir de là, maintenant, ce qu'on attend de vous, c'est le développement économique. Il faut que le pays soit riche, très difficile. C'est le développement social. Il faut que le pays soit équipé au niveau social. C'est les libertés démocratiques. Les Sénégalais doivent s'exprimer dans la presse, bref, c'est de propulser le pays sur un autre horizon de 2000, qu'on appelle Sénégal 2050. Et ça, c'est très important. On va y revenir avec maintenant des priorités au niveau économique. Quel type d'économie on doit construire? Quel type de société on doit construire? Quelle est la vision? C'est là où on s'est dit qu'il faudrait 4 piliers si on veut y arriver. Le premier pilier, c'est la bonne gouvernance. On en a parlé. Le deuxième pilier, c'est une économie compétitive, qui est ce qui est extrêmement important. Le troisième pilier qui est extrêmement important aussi, c'est tout ce qui est respect de l'environnement. C'est très important que on construit une société où l'environnement quand même il est respecté, parce qu'on détruit notre environnement, on détruit nos forêts, alors il y a plus d'avenir là. Et en ce qui concerne l'économie, et bien sûr il y a l'éducation, le capital humain. Le Sénégal, l'une de nos forces, en fait, c'est le capital humain. C'est un pays qui a abrité les premières universités en 1930. L'université de Dakar était déjà née. C'était le pays où tous les Africains venaient étudier. Et ça, notre force. Les Sénégalais sont dans les plus grandes écoles au monde, ils sont partout dans le monde. C'est parce que le capital humain, ça a toujours été un investissement dans lequel le Sénégal a voulu vraiment mettre la main. Parlons un petit peu du plan Sénégal 2050. Il y a des objectifs vraiment très ambitieux, comme par exemple tripler le PIB du pays d'ici 25 ans. Pensez-vous que ces objectifs soient réalistes? Absolument. Vous savez, pour réaliser des objectifs, il faut d'abord le leadership. Il faudrait une très forte volonté d'un leader, comme le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le premier ministre Ousmane Sonko, qui se disent que voilà la direction où on va aller. Il faut que ce leadership aussi s'accompagne de l'engagement de la population. C'est-à-dire que tout le peuple sénégalais se dise que voilà la nouvelle direction. Sénégal 2050, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut juste faire de petits pas, améliorer 1% ici, 4%? Non, non. Il fallait faire ce qu'on appelle des changements structurels. Et les changements structurels, il fallait insister sur justement des secteurs, de ce qu'on appelle les moteurs de croissance. On s'est dit que si on investit dans ces domaines-là de façon permanente, avec la bonne gouvernance, avec les bonnes personnes, avec un système de gouvernance tout à fait nouveau, alors il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas les atteindre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les conditions minimales. On les a. La gouvernance et justement l'économie. Mais quels sont les défis qui se posent devant le Sénégal qui va dans cette direction? Alors les principaux défis, c'est d'abord la population. Hein. Il va falloir d'abord qu'on explique à la population sénégalaise que le plan Sénégal 2050, c'est pas demain. Il faut mettre des fondations. Il faudrait qu'on ait le temps de pouvoir avoir nos politiques industrielles pour pouvoir déjà faire des études de faisabilité sur l'industrie, faire des études sur l'agrobusiness. Il faut former les gens. Il faut résoudre les questions d'énergie. Par exemple, le pipeline de gaz qui nous permettra de produire de l'énergie à bas prix de 400 km qui doit venir du nord vers le sud. C'est important parce que sans le gaz, on n'est pas compétitif au niveau donc de l'industrie. Il va falloir aussi former les jeunes à ces nouveaux métiers qui sont des métiers de l'agriculture, des métiers de l'industrie, des métiers de l'artisanat. Il va falloir également avoir ce dialogue permanent avec les acteurs, c'est-à-dire le patronat. Parce que le patronat sénégalais et le patronat international, nous, on a besoin de ce qu'on appelle les IDE. Il va falloir faire la promotion des investissements directs étrangers pour dire que le Sénégal est maintenant un pays ouvert où on peut venir investir dans la chaîne de valeur, qu'elle soit agricole, industrielle, cuirs et peaux. C'est une zone d'opportunité. Donc c'est ça les grands défis. C'est vraiment le défi de la communication. Mais l'autre gros défi, c'est le défi aussi des ressources financières. Vous savez, pour investir,
il faut quand même qu'on ait des ressources à long terme, type Banque mondiale, des ressources à long terme comme l'épargne justement populaire. On vient de lancer un plan d'épargne sur 150 milliards pour financer l'économie. On demande aux Sénégalais eux-mêmes de s'y mettre. On ne veut pas dépendre que de l'étranger. On veut construire nos propres ressources là. Et je pense aussi qu'on a beaucoup de chance d'avoir aussi quand même des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. C'est comme au bon moment, alors on a ces ressources-là et qui nous permettent maintenant aussi de ne plus attendre qu'on nous aide pour tel ou tel secteur, que maintenant qu'on puisse développer ces activités-là. Mais comment comptez-vous les utiliser pour booster l'économie? Alors c'est un choix politique. Vous savez, quand on était venu, on a vu en réalité et le gaz était destiné à être exporté. Le Premier ministre a tout de suite dit que c'était hors de question d'exporter du gaz naturel. Parce que si on exporte du gaz naturel vers l'Europe, cela veut dire qu'on ne pourra pas faire de l'urée comme le fait la Russie. On ne pourra pas faire du gaz to power pour des centrales électriques. On ne pourra pas faire du gaz to industry. Donc comment vous pouvez avoir une matière aussi précieuse que le gaz naturel et vouloir l'exporter déjà? Donc c'est ça aussi un des points. Donc on a décidé que ce gaz-là, autant le transformer comme matière première, mais de faire en sorte que le produit qui va sortir ait un impact multiplicateur énorme. C'est les engrais. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si vous n'avez pas de l'urée, vous avez, disons, 1000 tonnes de blé par année. C'est le maximum, parce que ici, on n'utilise pas beaucoup d'engrais. Par contre, si vous mettez de l'urée, vous avez 3000 tonnes. Donc, vous voyez que le gaz, l'impact qu'il a sur l'engrais, en fait, va avoir un impact sur la production agricole, donc sur la souveraineté. En fait, c'est comme ça qu'on raisonne. C'est la même chose pour l'énergie. Si vous prenez le gaz aussi, vous pouvez aussi faire alors de l'énergie. Vous pouvez produire du courant électrique à partir du gaz naturel. Mais vous pouvez aussi faire la même chose avec le pétrole, avec le fuel lourd. Donc, en réalité, vous avez l'occasion unique de baisser vos coûts de production dans les systèmes de production d'énergie, ainsi de suite, et d'augmenter justement vos rendements. En réalité, c'est ça, justement, ce que le pétrole va nous apporter. Mais il n'y a pas que ça. Ça nous aide aussi dans la balance commerciale. Vous avez aujourd'hui un pays qui produit pas du pétrole. En réalité, 16, 20, 30% de ses ressources, c'est fait pour importer du fuel, du gaz, ainsi de suite. Donc il y a tout cet aspect-là donc qui a été pris en compte et nous pensons maintenant que le moment est venu d'utiliser ce levier-là pour développer le PIB du pays, augmenter la productivité industrielle, c'est notre rôle, augmenter la productivité agricole, créer du travail pour les jeunes et positionner le Sénégal comme un pays justement qui compte dans la région. Parce qu'il est déjà démocratique, il a une ambition économique, il a des cadres de très haut niveau. Donc en réalité, nous devons jouer un grand rôle ici en Afrique et dans le monde. Parlons un tout petit peu de l'aspect international. Donc vous savez bien que le commerce entre la Russie et le Sénégal dépasse le milliard de dollars, mais ces échanges commerciaux sont déséquilibrés en fait, parce que le Sénégal importe beaucoup plus qu'il exporte. Pourquoi ce déséquilibre selon vous? C'est vrai qu'il y a d'abord, de façon historique, les relations avec la Russie. Je pense que c'est ça qui est une nouvelle opportunité. Effectivement, nous importons beaucoup de produits, surtout des céréales de la Russie, du blé en particulier, des produits pétroliers en particulier. Et quand vous regardez la balance commerciale, que j'ai regardée il y a juste quelques jours, en réalité, nous exportons très peu de produits en Russie. De quelques produits de la mer, quelques produits piscicoles, ainsi de suite. Et je crois que l'occasion est là, présente maintenant, justement, de booster ces exportations-là. Je crois que la Russie est un nouveau partenaire économique et politique. Et je pense que la relation entre le président de la République et le président, justement, Vladimir Poutine de la Russie, doit nous permettre maintenant de rentrer dans une nouvelle ère où les deux pays doivent s'ouvrir davantage. Le Sénégal doit exporter beaucoup plus en Russie. Parce que nous avons des produits horticoles, nous avons des produits agricoles, nous avons des produits industriels, que nous exportons aujourd'hui en Amérique, en Asie, en Europe, ainsi de suite. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ponts sur le plan commercial, beaucoup de négociations sur le plan commercial, beaucoup de relations politiques, parce que finalement, ça revient aux relations politiques, que justement, cette situation ne s'est pas faite. Et je pense que là, maintenant, c'est le moment est venu de faire rencontrer les chambres de commerce russes
et les chambres de commerce sénégalaises pour voir ce que les hommes d'affaires peuvent faire au niveau industriel, au niveau commercial, au niveau des petites et moyennes entreprises. Quels sont les produits sénégalais qui ont un marché potentiel en Russie? Quel type de joint venture on peut faire entre des hommes d'affaires russes et des hommes d'affaires sénégalais, soutenus par le gouvernement? Et je crois que c'est un peu notre souhait, c'est de voir justement les relations entre les deux pays justement se développer à un niveau où les hommes d'affaires russes peuvent venir investir chez nous, ici au Sénégal, que les hommes d'affaires sénégalais puissent aussi aller investir en Russie, qu'on puisse vraiment travailler ensemble pour construire le tissu industriel et commercial dont notre pays a besoin. Mais investir dans quel domaine? Alors ici, les trois domaines qui sont les plus importants, alors c'est d'abord le domaine de la production agroalimentaire. Parce qu'un pays, d'abord, la souveraineté, c'est produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Et cela, on est en retard. Aujourd'hui encore, si on regarde notre balance commerciale, on est à 7 500 milliards de produits importés. On n'exporte que 3 000 milliards de produits. Ça veut dire que on a un gap de 2 500 produits que nous importons. 2 500. De l'agroalimentaire au tissu, en passant par les médicaments, ainsi de suite. Et on s'est dit, mais dans ce cas, comment on pourrait faire dans les 10 ans pour que 50% de ces produits qu'on importe, qu'on puisse maintenant les fabriquer localement, ce qu'on appelle l'import-substitution, ou qu'on puisse les exporter. Et c'est là où il y a l'opportunité avec la Russie, à mon avis, de se dire, sur ces 2500 produits, qu'est-ce qu'on peut exporter en Russie, qu'est-ce qu'on peut acheter de la Russie, ainsi de suite. Et je pense que les conditions aujourd'hui sont réunies pour pouvoir faire ce travail-là. Pour le faire, il va falloir que l'État encourage le secteur privé à aller explorer les autres marchés extérieurs. Il va falloir participer aux foires internationales, à vendre ce que j'appelle le label Made in Sénégal, mais aussi à faire ce qu'on appelle le label Invest in Sénégal. Je crois que c'est ces deux labels-là qu'il nous faut mener, et c'est mon rôle, moi, en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce, de vendre cette destination Invest in Sénégal. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, avec ses agropoles, on va en avoir à peu près une trentaine d'agropoles sur l'ensemble du territoire, à travers ces zones industrielles où on peut faire du fer, on peut transformer justement des engrais, des tissus, et ainsi de suite. C'est une occasion unique pour les entrepreneurs russes, les investisseurs, de venir investir ici. Parce que c'est sécurisé, c'est un pays qui est stable, c'est un pays qui est respecté au niveau international, un pays qui est honnête. Vous avez vu quand il a fallu déclarer le rebasing, dire que voilà la vraie dette. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a fait ça. C'est nous qui avons décidé que ces informations ne sont pas justes. Nous allons vous dire les vraies informations, quitte à avoir des notes pas favorables. Mais la base, c'est que c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est l'ambition, parce qu'on va aller loin et il faut, comme on dit, ménager sa monture. Mais on ne peut rien construire sans la vérité, et c'est ça qu'on a essayé de faire. Monsieur le ministre, ma toute dernière question. Comment voyez-vous les relations commerciales entre la Russie et le Sénégal dans 5 ans? Moi, je pense que la Russie est un grand pays. Grand d'abord de par sa population, grand de par son histoire, de par sa taille. Et je trouve que le Sénégal, à ce moment précis de l'histoire, justement, serait un excellent partenaire de la Russie. Pourquoi? Parce que d'abord, les valeurs qu'on défend, c'est les mêmes valeurs. Les valeurs donc de liberté économique, c'est très important. Les valeurs de droits de l'homme, on l'a vu. On parlait tout à l'heure de ce que le Sénégal a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, 80 ans. On vient de fêter nos 80 ans ici. On a parlé tout à l'heure de ces 80 ans, comment sera fêté en Russie. Donc il y a des valeurs qui sont communes, qui sont de très fortes valeurs humanitaires, culturelles, des valeurs vraiment économiques, ainsi de suite. Et nous souhaitons que, justement, ces relations-là puissent maintenant se développer dans les domaines d'abord économiques. Parce que l'économie qui, finalement, est la plus importante. C'est l'économie qui permet de résoudre les questions sociales. C'est l'économie qui permet de résoudre les questions difficiles. Et je crois que là, nous avons l'occasion unique de le faire. L'autre secteur qui me paraît très important, et quand on parle de l'économie, on parle des 3 secteurs, hein, primaire, secondaire, tertiaire. L'agriculture, l'industrie et le commerce. C'est là où on doit mettre l'accent. Parce que c'est là où les hommes d'affaires russes, les chambres de commerce russes, les jeunes, les PME vont pouvoir venir ici au Sénégal et découvrir le Sénégal. Parce que souvent on dit on a toujours peur de l'inconnu. Mais l'appel que je voulais lancer à ces hommes d'affaires, c'est que s'il y a un seul terroir ici en Afrique, il faut investir, en fait c'est le Sénégal. Parce qu'on a à la fois des conditions de stabilité uniques sur le plan politique. C'est un pays qui n'a jamais connu ni de coup d'État, ni d'aucune crise vraiment majeure.
Ensuite, sur le plan des libertés démocratiques et des libertés économiques, c'est un des rares pays où on peut entreprendre, on peut faire vraiment des affaires, mais surtout, c'est le respect des droits de l'homme. C'est-à-dire que l'investissement, il est sacré, la propriété privée, elle est sacrée, et vous avez trouvé ici des cadres, justement, de gouvernance exceptionnels. Et l'autre secteur qui me paraît important, c'est sur le plan social. Je vous disais tout à l'heure que quand j'étais étudiant, j'ai étudié le russe. Et l'une des choses que j'ai vraiment remarqué, c'est ce service à la société. Le logement social, l'assistance aux autres, la santé, qui était presque gratuite. Et je crois que sur ce plan-là, il y a beaucoup de relations à faire. Comment la Russie arrive à justement rendre beaucoup de services sociaux gratuits pour les populations, alors que nous, justement, notre ambition de notre gouvernement, c'est assister le citoyen sénégalais. On a parlé de couverture maladie universelle, qu'on n'a pas réussi vraiment à faire. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre de ce point de vue-là. Le troisième aspect qui me paraît très important, c'est le volet culturel. Notre ancien président Senghor disait que la culture est au début et à la fin du développement. Que la culture, c'est au début et à la fin du développement. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de choses à échanger avec vos pays. C'est des pays à la fois lointains, mais assez proches, en termes de famille, en termes d'alimentation, en termes de vision même du monde, en termes de respect des anciens. Je crois que ça, c'est des choses sur lesquelles l'Afrique a beaucoup à apporter à la Russie, en termes de culture, de civilisation, justement, de modèle de société, et vice-versa. Et justement, c'est le moment, à mon avis, de travailler sur ces trois volets, sur le côté économique, parce qu'on a vu clairement que le Sénégal a maintenant des atouts, mais on doit les développer avec vous. Sur le plan social, on a vu qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je me souviens d'ailleurs, sur le plan culturel, beaucoup de nos cadres étaient formés en Russie, à l'université Patrice Lumumba. D'ailleurs, beaucoup d'ingénieurs agronomes sénégalais, ils ont été formés dans ces universités. Donc ça veut dire que la relation, elle a existé. Elle s'est, à un certain moment, ça s'est estompé pendant des années, et je trouve que c'est le moment où jamais qu'on reprenne ça, qu'il y ait des échanges d'étudiants sénégalais qui vont aller en Russie, des jeunes Russes qui viendraient ici au Sénégal. En fait, c'est comme ça que les peuples arrivent à se connaître. Dès que les peuples se découvrent sur le plan de leur vie quotidienne, dans leur mentalité, dans leur manière de voir, dans leur cosmogonie, j'allais dire, alors les relations sont facilitées. Et ça, c'est le leader. Et c'est pour ça que nos deux chefs d'État, justement, ont exprimé, je crois, cette volonté. Et nous, en tant que gouvernement, nous sommes là pour soutenir tout ce qui permettra de développer les relations entre nos deux pays. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. Je rappelle, c'était le docteur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Sénégal. Merci encore.